Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être ici avec nous pour discuter de divulgation de vulnérabilité. Donc, mon nom, c'est Alexis. Je dirige le centre de R&D de la compagnie i7. Ça a fait 12 ans, en fin de semaine dernière, que je me suis joint à la compagnie. Je me suis expatrié à Montréal, mais je suis un gars de Québec. J'ai étudié à Garneau, à l'Université Laval aussi, donc je suis vraiment content d'être parmi vous et pouvoir présenter en français aussi. C'est assez rare dans notre métier. Je suis avec Mathieu. Ouais, donc moi c'est Mathieu Tartare, je suis chercheur en logiciel malveillant au centre de recherche de Montréal avec Alexis et j'ai rejoint i7 en 2018. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler un petit peu de notre équipe, de ce qu'on fait à Montréal. En fait, même prenons un pas de recul. Qu'est-ce que i7? C'est une compagnie d'antivirus. On est en affaires depuis une trentaine d'années, bien établi. On a des clients dans 204 pays, je pense, plus de 110 millions d'utilisateurs directs qui utilisent nos produits. Et à Montréal, on a un petit centre de R&D. On est une douzaine de personnes. Et on se spécialise dans la recherche sur les logiciels malveillants. Et donc, notre objectif, c'est de chercher dans nos données, trouver des cyberattaques qui utilisent des logiciels malveillants qui étaient passés sous le radar, que tout le monde avait manqué. Donc, mettre la main dessus, puis faire des analyses en profondeur. Donc, on ne se concentre pas juste sur dire est-ce que c'est bon ou c'est méchant, puis on le détecte. On veut vraiment comprendre comment l'attaque fonctionne de A à Z. Et le but premier, c'est évidemment de s'assurer que nos utilisateurs, nos clients sont bien protégés par ces attaques-là, mais aussi on a un rôle de rendre nos trouvailles publiques. Donc la grande majorité des choses qu'on trouve, on va les rendre publiques par le biais de blogs, même sur Twitter et dans des conférences, des présentations, un peu comme on fait aujourd'hui. Et vous vous demandez peut-être pourquoi on vient vous parler de divulgation de vulnérabilité si on fait de la recherche sur des logiciels malveillants, parce qu'il n'y a personne dans mon équipe qui fait de la sécurité offensive. Il n'y a personne qui cherche activement à trouver des failles dans des logiciels. Et j'espère que les prochaines 45 minutes vont vous éclairer, puis vous allez mieux comprendre comment, dans quel cas on peut tomber face à des vulnérabilités ou d'autres problèmes de sécurité qu'on doit divulguer. Alors, pour comprendre notre métier, ça, c'est les 5 grandes étapes du cycle de recherche, là, ou du cycle de travail pour un chercheur en logiciel malveillant. Ça commence par la traque. On reçoit beaucoup de données, de la télémétrie qu'on appelle, de nos clients. On a d'autres sources aussi. Pour vous donner une idée de l'ampleur de l'information qui rentre à chaque jour, on reçoit dans le laboratoire plus de 300 000 fichiers exécutables, soit malveillants ou soit très suspects. Donc, 300 000 fichiers uniques qu'on n'a jamais vus auparavant. Donc, ça, c'est 300 000 fichiers qui doivent passer. Évidemment, on n'a pas des gens qui les regardent un par un. On a une série de systèmes automatisés qui vont essayer de classifier, de regrouper ces échantillons-là, ces fichiers-là, pour essayer de les attacher à quelque chose de connu. Parce qu'il n'y en a pas 300 000 nouvelles familles de logiciels malveillants. Donc, souvent, on peut les lier à des choses connues. Mais là-dedans, notre rôle, c'est de trouver des outliers, des trucs bizarres qu'on n'a jamais vus qui attirent notre curiosité. Et quand ça se produit, on tombe dans la phase d'analyse. Et ça, c'est le bout où on fait de la rétro-ingénierie. On veut comprendre comment le logiciel malveillant fonctionne, mais on va aussi s'attarder à tout ce qui est autour, l'infrastructure qui est déployée par l'attaquant pour contrôler son attaque. On va aussi s'attarder au protocole de communication entre l'attaquant et le logiciel malveillant comme tel. On va vouloir comprendre c'est quoi l'objectif derrière l'attaque. Est-ce que c'est des motifs financiers, vol d'informations bancaires ou d'informations personnelles? Est-ce que c'est de l'espionnage, vol purement d'informations? Est-ce que c'est des fins de vandalisme pour rendre des systèmes inopérants? Un peu comme on a vu en Ukraine il y a quelques semaines. Donc ça fait partie de notre mandat. Et évidemment, on veut aussi comprendre comment l'attaque est lancée, comment les logiciels malveillants atteignent leur cible. Est-ce que c'est distribué par courriel, par des sites web malveillants, ce genre de trucs-là. Donc, on veut vraiment comprendre de A à Z comment ça fonctionne. Par après, ou ça arrive aussi en parallèle, on va être appelé à entrer en communication avec des parties qui pourraient être impactés par ce qu'on est en train d'analyser. Ça peut être des cibles ou des victimes, carrément, des gens qui ont été compromis par l'attaque qu'on est en train d'analyser. Ça peut être des CERT pour les avertir qu'il se passe quelque chose dans leur coin de pays pour nous aider à rejoindre les victimes. Et des fois, c'est des organisations. Comme dans le cas d'une découverte d'une vulnérabilité, on va vouloir contacter les organisations qui créent les logiciels pour les aider à corriger le problème, du moins les mettre au courant.
Une fois que tout ça est fait, on tombe en mode publication. Comme j'ai mentionné, on va rédiger des articles, des billets de blog, même des white papers très complets. On veut que tout le monde soit au courant de ce qu'on a trouvé pour qu'au final, tout le monde soit en meilleure posture de sécurité, pas seulement nos clients. Et ce n'est pas terminé, parce que c'est rare que les attaques vont arriver, ça va être un genre de hit and run, qui vont monter l'infrastructure, un logiciel malveillant particulier, puis qui ne vont plus jamais l'utiliser. Donc, on a des systèmes pour se mettre des alertes pour que s'il y a de l'activité similaire qui se produit dans le futur, on va être automatiquement alerté, puis on peut continuer à faire la traque, puis le cycle reprend de nouveau. Donc, on a un peu de l'ouvrage pour encore quelques années, je pense. Et je vais revenir à l'étape d'analyse pour vous parler d'un cas où on peut retrouver des failles de sécurité. Donc, j'ai mentionné qu'on veut comprendre comment le logiciel malveillant fonctionne. Donc, on va le décortiquer, on va même bien souvent le laisser s'exécuter dans un environnement contrôlé, puis on va observer ce qui se passe sur le système. Et donc, c'est un cas qui est arrivé il y a quelques années, mais c'est un chercheur de mon équipe qui est tombé là-dessus, qui était notre expert résident sur le groupe SEDNIT ou APT28, peut-être ça vous dit quelque chose. Et donc, mon chercheur est tombé sur un fichier Word qui détonnait là, dans nos fichiers. Il y avait quelque chose de croche, puis on se doutait que c'était lié à ce groupe-là. Et donc, il a lancé le document dans ce qu'on appelle une sandbox. Juste ouvrir le document Word, puis ça l'a donné du code qui a été exécuté. Donc, c'est pas normal d'ouvrir un document Word puis qu'il y a un programme qui démarre. Non seulement ça, mais le programme est démarré dans le contexte administrateur. Donc, ça, c'est un peu un signe qu'il se passe quelque chose. Et là, on se dit, bon, quelle version de Windows tu avais installé dans ta sandbox, quelle version d'Office, ça doit être des trucs, des vieux trucs qu'on n'avait peut-être juste pas mis à jour dans notre setup. Puis on se rend compte que non, on a les dernières mises à jour de Windows, les dernières mises à jour d'Office. Alors, on s'est dit, OK, on a une vulnérabilité sous la main. On creuse, et on se rend compte évidemment, il n'y avait pas une seule, mais il y avait deux vulnérabilités qui étaient exploitées par ce document-là. La première, c'était une vulnérabilité de Remote Code Execution dans la suite Office, qui permettait d'exécuter la première partie du code. Et cette première partie de code-là exploitait une deuxième faille dans Windows, qui était une Elevation of Privilege, ce qui donnait le contrôle en tant qu'administrateur. Et donc, une fois que ça a été confirmé, évidemment, on a contacté Microsoft, puis a fait une disclosure coordonnée, et on était chanceux, le timing a fait que les mises à jour ont pu être développées puis poussées dans le Patch Tuesday suivant, et on s'est coordonné avec ça pour publier notre rapport en détail là, de cette attaque-là et de la vulnérabilité. Donc, ça s'est vraiment bien passé. Je pense que le timeline, c'était en dedans de 20 jours, la planète entière était protégée. Donc, pour nous, aucun problème, mais on sait que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut absolument que je parle du cas de Louis qui s'est passé ici l'été dernier, parce que divulguer des vulnérabilités, ça ne se passe pas toujours de la même façon pour tout le monde. Et puis, on se rappelle comment le gouvernement a réagi initialement. Donc, Louis a été traité de criminel et ça s'est vraiment très mal passé au niveau de la communication. Heureusement, ça a pris quelques heures, quelques jours, puis la communauté d'experts en sécurité du Québec s'est levée et a parlé d'une même voix pour dénoncer ça, dire non, le gouvernement, là, c'est pas comme ça que ça se fait. Ça fait des années que ça se passe plus comme ça. Et ils se sont vraiment virés de bord très, très rapidement. Puis en quelques jours, c'était passé de menace de poursuite à on voudrait t'offrir une job. Donc, c'est bien. C'est très bien, je suis content pour Louis, puis content pour le gouvernement qui est maturé et ils ont appris énormément de cette histoire-là. Ça, c'est une capture d'écran du portail de divulgation de vulnérabilité qui a été mis en ligne quelques mois après ces incidents-là. Donc, c'est une première au Québec d'avoir un endroit centralisé pour rapporter des vulnérabilités on peut le faire de façon anonyme, et c'est très bien fait. Donc, on chiale beaucoup contre les gens qui font les choses de la mauvaise façon. Moi, le premier, dans ce cas-là, je lève mon chapeau au gouvernement parce qu'ils ont vraiment bien fait ça. Ils ont consulté des experts et puis c'est une très, très belle plateforme. Donc, chapeau au gouvernement.
Si on retourne à l'étape d'analyse que je parlais tantôt, donc on s'attarde aussi, oui, à comment le logiciel malveillant fonctionne quand il est exécuté, mais aussi comment il est distribué. C'est très important pour comprendre la chaîne d'attaque au complet. On entend tout le temps parler de le courriel. C'est la porte d'entrée dans tous les réseaux, le courriel, le courriel, le courriel. C'est vrai. Mais je vais vous parler d'une autre façon de propager un logiciel malveillant qui est... qui s'appelle le supply chain attack. Je vais vous lire la définition de Microsoft que j'aime vraiment bien. Là, ça explique exactement ce que c'est. Donc, les attaques de chaîne d'approvisionnement ciblent les développeurs de logiciels et les fournisseurs. L'objectif est d'accéder au code source, au processus de build ou au mécanisme de mise à jour en infectant des applications légitimes pour distribuer des programmes malveillants. On peut résumer ça en un mot, SolarWinds. C'est l'exemple, je pense que tout le monde a en tête, là. SolarWinds, un éditeur logiciel, très, très grosse compagnie, qui s'est fait compromettre. Donc, il y a un attaquant qui a pris le contrôle de certains de leurs systèmes et s'en est servi pour mettre du code malveillant dans une mise à jour du logiciel Orion. Et donc, tous les clients qui avaient Orion déployé, quand ils ont pris la mise à jour des serveurs de la compagnie qui faisait le logiciel, se sont retrouvés avec du code malveillant qui était exécuté dans leur réseau. Donc, il y a eu une seule attaque qui a dû réussir sur SolarWinds pour avoir la possibilité d'exécuter du code malveillant chez tous les clients de SolarWinds. Donc, c'était excessivement puissant et c'est pas rare. Malheureusement, des attaques de ce type-là, c'est pas rare parce que c'est très payant pour l'attaquant et ça leur permet de rejoindre des cibles qui autrement seraient peut-être trop bien sécurisées pour être capables de rentrer par un simple courriel. Et quand on étudie un logiciel malveillant et qu'on trouve que la source, la façon qui est apparue sur un système, c'était un serveur de mise à jour, par exemple, ou qui a été téléchargé d'un site web légitime des gens qui développent l'application, on se rend compte qu'on est devant ça. Et nous, dans notre métier, la phase de communication que je parlais tantôt, c'est là qu'on va essayer de rejoindre l'entreprise, leur dire mauvaise nouvelle, non seulement vous êtes compromis maintenant, il y a un attaquant qui a le contrôle de votre système, mais il se sert de vous pour infecter vos clients. Et je vais passer le micro, non pas le micro, mais le clicker à Mathieu, qui va vous parler de certains cas qu'on a étudiés dans les dernières années, qui ont été découverts par I7, donner un peu de détails sur qu'est-ce que c'était les attaques et aussi comment s'est passé le processus de communication et de divulgation. Merci Alexis. Alors avant de vous présenter quelques exemples d'attaques, je vais un peu rebondir sur l'excellente définition de Microsoft qu'Alexis vient de vous présenter, en vous présentant quelques exemples de qu'est-ce que peut être une attaque sur la chaîne logistique. Alors, c'est une liste qui est totalement non exhaustive, il y a vraiment tout qui est possible, mais je vais vous citer les cas de figure qu'on observe probablement le plus fréquemment. Alors le cas le plus évident, bien sûr, c'est le cas où un attaquant va compromettre un développeur logiciel et va directement insérer du code malveillant dans le code source du logiciel lui-même. Donc à l'installation de ce logiciel, on va se retrouver avec un logiciel compromis qui va exécuter du code malveillant. Oups, mauvais sens. L'attaquant, il peut aussi s'attaquer à des librairies externes qui sont utilisées par un développeur de logiciel. Et ça va permettre en plus de compromettre toute une série de logiciels différents qui vont utiliser cette librairie. Il peut s'attaquer au mécanisme de distribution de ce logiciel. Je vais vous présenter deux cas de figure d'ailleurs où l'attaquant s'en est pas pris au code source lui-même du logiciel ou à l'exécutable du logiciel lui-même, mais il s'en est pris au système de mise à jour. Système de mise à jour du logiciel pour pouvoir distribuer du logiciel malveillant chez les victimes. Il y a un cas de figure qu'on a pu également observer dans le cas de l'industrie du jeu vidéo d'ailleurs, où l'attaquant a carrément compromis le système de build, de compilation du logiciel. Là, c'est parfait parce qu'à chaque nouvelle compilation d'une nouvelle version du logiciel, on insère du code malveillant et donc chaque nouvelle version se retrouve compromise. Et il y a un dernier cas qui n'est pas tout à fait une attaque sur la chaîne logistique, mais lorsqu'un attaquant va compromettre une compagnie de développement logiciel, souvent les compagnies de développement logiciel, elles ont des certificats de signature de code pour authentifier les exécutables qu'ils distribuent. Nous, ce qu'on a vu assez fréquemment, c'est les attaquants qui vont voler ces certificats de signature de code pour ensuite pouvoir signer du logiciel malveillant au nom d'une compagnie tout à fait légitime. Alors,
toutes ces attaques sur les différents maillons de la chaîne logistique, ça va mener à la fin à la distribution d'un logiciel malveillant à de nombreux utilisateurs. Donc, comme l'a dit Alexis, c'est une attaque qui est extrêmement efficace parce qu'en ciblant une seule organisation, un seul maillon particulier, eh bien, on peut cibler des dizaines, des centaines de milliers de victimes. Et encore une fois, on parle beaucoup de SolarWinds, c'est de plus en plus populaire, on parle de plus en plus des attaques sur la chaîne logistique, mais il faut savoir que ce n'est pas un phénomène nouveau et c'est tout de même relativement fréquent puisque à I7, on a découvert de nombreuses attaques sur la chaîne logistique. Et par exemple, je peux vous citer le cas de, en 2017, mon collègue Anton révélait que le groupe Telebot avait mené une nouvelle, parce que ce n'était pas leur première, une nouvelle attaque sur la chaîne logistique contre des logiciels, des développeurs logiciels ukrainiens, ce qui a permis le déploiement de logiciels malveillants qui ont chiffré les machines, notamment de nombreuses institutions financières. Et ce mode opératoire en Ukraine-là, il vous fait peut-être penser à quelque chose, puisque nous, à I7, quelques heures avant le début du conflit en Ukraine qui a commencé fin février, eh bien, on découvrait que alors non pas par une attaque sur la chaîne logistique, mais encore une fois, le mode opératoire était quelque peu similaire. Je vous invite à lire notre blog post sur Hermetic Wiper et Isaac Wiper, puisque les attaquants ici ont également déployé des ransomware et des wipers chez les victimes pour paralyser leur réseau. Une autre attaque sur la chaîne logistique qu'on a découvert en 2018, c'est une attaque sur une bourse de crypto-monnaie qui s'appelle Gate.io. Et cette attaque, elle permettait aux attaquants de voler eh bien, tout simplement les crypto-monnaies de ces utilisateurs grâce à la compromission de leur bourse de crypto-monnaies. On a un autre cas en 2018 qu'on a découvert, c'est la compromission du logiciel d'administration de serveurs que vous connaissez peut-être, qui s'appelle VestaCP, qui permet d'administrer des serveurs Linux. Les attaquants, ils ont compromis ce logiciel et lorsque un utilisateur administrait un serveur par l'intermédiaire de ce logiciel d'administration, eh bien, ça permettait à l'attaquant de voler les identifiants des administrateurs. Un autre cas, en 2019, cette fois, c'est une grosse attaque sur la chaîne logistique qui a ciblé plusieurs éditeurs de jeux vidéo, tous basés en Asie, et qui a permis de compromettre plusieurs jeux vidéo qui ont pu faire... Alors, c'est difficile à partir de notre télémétrie d'avoir des chiffres exacts, mais on estime le nombre de victimes, donc de joueurs potentiels de ces jeux vidéo, de l'ordre de la dizaine, voire de la centaine de milliers. Donc ici, on est dans un cas d'attaque typique où le fait de cibler seulement 3 organisations permet de toucher jusqu'à des centaines de milliers de personnes. Un autre cas de figure qu'on a découvert en 2020 et sur lequel je vais revenir par la suite, c'est la compromission ici carrément d'une autorité de certification en Asie du Sud-Est, au Vietnam en particulier, mais je vais venir un peu plus en détail sur ce sujet-là. Un autre sujet dont je vais vous parler, encore une autre attaque sur la chaîne logistique qu'on a découvert en 2021, qu'on a baptisé Operation Night Scout. C'est une attaque sur la chaîne logistique contre un émulateur Android qui est énormément utilisé dans le monde du jeu vidéo et qui est développé en Asie, qui a de nombreux utilisateurs, on va y revenir aussi. Et là, je vais commencer par une attaque sur la chaîne logistique contre un logiciel de gestion d'entreprise qui s'appelle Able Desktop, qu'on a découvert en 2020. Donc. Alors, Able Desktop, c'est une suite logicielle de gestion d'entreprise qui est développée par une compagnie basée en Mongolie qui s'appelle Able et qui est très utilisé en Mongolie et qui serait utilisé par 430 agences gouvernementales en Mongolie et également des centaines d'organisations non gouvernementales. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la compagnie Able elle-même qui, sur son site web, nous dit que parmi leurs clients, ils ont plus de 430 agences gouvernementales. Alors qu'est-ce qui s'est passé chez Able Desktop ? Alors chez Able, il se trouve que d'abord en mai 2018, on découvre une version d'un de leurs logiciels qui s'appelle Able Desktop, qui est infecté par un logiciel qui est habituellement déployé par un groupe de cyberespionnage qui s'appelle Lucky Mouse. Ce logiciel malveillant s'appelle Hyperbro.
Et on se rend compte qu'il y a des versions qui circulent de Able Desktop qui déploient ce logiciel malveillant chez les victimes. Mais à ce moment-là, il n'y a rien d'inquiétant pour Able, puisqu'en réalité, et c'est une pratique qui est tout à fait courante, ce que l'attaquant a fait, c'est qu'il a pris le logiciel, l'installateur d'Able Desktop, il l'a repackagé cet installateur pour pouvoir, en plus d'installer le logiciel légitime, installer le logiciel malveillant. Mais ici, on n'est pas en présence d'une compromission de la compagnie Able, puisque c'est simplement l'attaquant qui a fait un repackaging, qui le redistribue. Donc si les utilisateurs d'Able Desktop téléchargent Able Desktop sur le site de l'éditeur, il n'y a pas de risque, puisque là, ce n'était pas distribué par l'éditeur lui-même. Puis de nouveau, en 2019, on découvre encore une fois une version repackagée d'Able Desktop qui sert cette fois-ci à déployer un autre logiciel malveillant qui est encore une fois très utilisé par des groupes de cyberespionnage, qui s'appelle PlugX. Vous le connaissez peut-être aussi sous le nom de CorePlug. Mais ici, encore une fois, pour les mêmes raisons, rien d'inquiétant pour la compagnie Able, puisque c'est simplement un installeur repackagé qui est distribué aux victimes par d'autres moyens, notamment via des emails de phishing. Puis tout change en juin 2020. En juin 2020, on s'aperçoit, par l'intermédiaire de notre télémétrie, que le logiciel Able Desktop légitime télécharge lui-même le logiciel malveillant Hyperbro et l'installe, le déploie lui-même sur les machines de ses victimes. Donc là, on voit ça dans la télémétrie, ça commence à être inquiétant parce qu'on voit vraiment que c'est ce logiciel légitime-là qui va déployer Hyperbro. Et puis, un mois après, rebelote, on a un autre logiciel, toujours logiciel malveillant utilisé par un autre groupe de cyberespionnage qui s'appelle TA428, qui est encore une fois déployé par Able Desktop chez les machines des victimes. Donc là, en l'espace de 2 mois, on voit 2 portes dérobées utilisées par des groupes de cyberespionnage déployés par le logiciel légitime Able. On commence à s'inquiéter d'une compromission de cette compagnie. Et il y a différents éléments qui nous ont permis de nous rendre compte qu'en fait, c'est le serveur de mise à jour d'Able Desktop qui a été compromis. Pourquoi on pense ça? Dans un premier temps, on se rend compte que les mises à jour, elles sont téléchargées par HTTPS. Donc ça exclut toute possibilité, qui est la première hypothèse qu'on avait, d'une attaque de type person in the middle, c'est-à-dire quelqu'un qui va intercepter le trafic et injecter sa propre mise à jour malveillante chez les victimes. Ici, les mises à jour, elles sont faites par HTTPS, donc aucun risque d'attaque de type person in the middle. On s'aperçoit aussi que Hyperbro et Teamanger, ils sont installés sur toutes les machines où on a Able Desktop qui est installé. Également, on se rend compte que ces logiciels malveillants, ils sont installés avec le nom abledesktop.exe, qui est le nom de la mise à jour habituelle d'Able Desktop, par le logiciel Able Desktop légitime. Donc on a Able Desktop qui va télécharger un fichier sur les serveurs d'Able qui s'appelle abledesktop.exe, qui est en réalité un logiciel malveillant. On se rend compte également que ces 2 logiciels malveillants, ils sont installés à peu près au même intervalle de mise à jour que les mises à jour légitimes. On se rend compte qu'il y a à peu près une mise à jour légitime tous les mois, puis que là, premier mois Hyperbro, deuxième mois Teamanger. Alors c'est pas une preuve en soi, mais c'est un élément en plus. Et puis on se rend compte également qu'il n'y a plus de mise à jour légitime. En fait, le système de mise à jour, sur ce système de mise à jour, le logiciel malveillant a été complètement remplacé par le logiciel légitime a été complètement remplacé par du logiciel malveillant. Il n'y a plus du tout de mise à jour légitime du logiciel Able Desktop. Si on s'intéresse à la victimologie, donc on s'aperçoit que les victimes sont effectivement essentiellement en Mongolie, puisque c'est une compagnie basée en Mongolie qui distribue ces logiciels pour les organisations gouvernementales mongoles. Et on est en droit de croire qu'effectivement, ils ont de nombreux clients dans des organisations gouvernementales, puisque si on fait la rétro-ingénierie de leur logiciel, du système de mise à jour, parce qu'évidemment, on s'est intéressé au système de mise à jour d'Able Desktop pour comprendre comment les attaquants poussaient ces mises à jour malveillantes chez nos utilisateurs, eh bien, on se rend compte qu'il y a toute une liste de miroirs codés en dur dans le système de mise à jour, et vous pouvez voir à travers les noms de domaine de tous ces miroirs de mise à jour qu'on a le ministère de la Justice mongole, le ministère des Affaires étrangères, leur autorité des ressources minières, leur ministère de la Construction, la Banque de développement de Mongolie, une université. Donc effectivement, on se rend compte qu'ici, on est en présence d'une attaque qui cible de nombreuses organisations gouvernementales. Et ici, c'est très important parce que là, on n'est pas dans une situation de vulnérabilité. Là, c'est des compromissions qui ont lieu maintenant.
Et on est en présence de groupes de cyberespionnage. Donc eux, ils ne sont pas là pour faire de l'argent sur le dos du ministère de la Justice ou du ministère des Affaires étrangères. Eux, ils sont là pour voler des informations à ces différentes organisations. Donc on est quand même dans un cas de figure assez critique. Donc quand on s'est rendu compte, quand on a été sûr que c'était bien le système de mise à jour d'Able qui a été compromis, eh bien on les a notifiés le 22 octobre 2020. Et là, silence radio au début. On les recontacte par plusieurs moyens. Je vais y revenir un peu après, mais ça n'a pas été nécessairement simple de les contacter. C'est un point important, ça. Bon, en l'absence de réponse de leur part, on leur annonce tout de même qu'on va publier un blog post pour prévenir les utilisateurs, parce qu'on se rend compte également qu'ils n'ont fait aucune notification publique à leurs utilisateurs pour leur dire attention, en ce moment notre logiciel, notre système de mise à jour sert à déployer des mises à jour malveillantes. Donc on s'est décidé à publier tout de même l'information, puisqu'on pense que c'était d'utilité publique. Et il se trouve que, bien, après divulgation, là, Able s'est décidé le lendemain à nous contacter. Je tiens à préciser que ce n'est pas une divulgation qui s'est bien passée, hein, puisque au début, ils nous ont ignorés, puis une fois qu'on leur a dit qu'on publiait un blog post et que ça a été publié, eh bien, le lendemain, ils nous ont contactés de façon pas tout à fait bienveillante pour nous demander de faire une mise à jour sur notre blog qu'on a fait pour eh bien, notifier leurs utilisateurs que toutes les précautions ont été prises, bien que nous, on n'a aucune information qui permettait de corroborer ou disputer leurs annonces. Ça, c'est intéressant parce que moi, en tant que chercheur qui travaille pour une compagnie qui a un département légal qui nous permet de faire les choses dans les règles, je ne m'inquiète pas trop quand Able Desktop nous envoie ce genre de... pas de menaces, mais de petits emails pas très très gentils, parce que je sais que je suis couvert par I7, je sais que j'ai mon employeur qui est derrière moi, qui m'a dit c'est bon, on va publier le blog post. C'est pas le cas de Louis. Louis, il n'a pas nécessairement une compagnie derrière lui et tout. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi avec les personnes avec qui vous allez interagir lorsqu'ils vous divulguent une vulnérabilité ou une situation de compromission. C'est que l'attitude qu'Able a eue, c'est probablement pas la meilleure attitude à avoir en cas de compromission, parce que probablement, s'ils avaient été transparents avec leurs utilisateurs, ça se serait bien mieux passé. Parce qu'il faut savoir que dans la presse mongole, ça fait beaucoup de bruit, et pas du tout à l'avantage d'Able. Et si, comme d'autres compagnies qu'on a déjà contactées, ils prenaient les devants, ils notifiaient leurs utilisateurs, ils leur mentionnaient les mesures de sécurité qu'ils avaient prises pour nettoyer leur réseau et ce genre de choses, ça serait probablement bien mieux passé pour eux. Et enfin, je voulais mentionner le point de contact, parce que comme je vous dis, on n'a pas eu de réponse d'Able, mais aussi ils n'ont pas été faciles à contacter, ou en tout cas leur équipe responsable de la cybersécurité. Pourquoi? Parce que sur leur site web, le seul point de contact qu'on a, eh bien, c'est info@able.mn. Et leur site web, mais on est déjà sur leur site web, fait que ça n'a pas vraiment grand intérêt, cette information. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé cette adresse de contact qui en fait tombe chez le support, hein, en réalité. Donc eux, ils ne sont pas du tout à même de répondre correctement à ce type de problématique, en tout cas pas ce support-là. Et on a également contacté des personnes qu'on a trouvées bien sur leur site, leur CTO, parce qu'on n'avait aucun formulaire pour divulguer une situation de compromission. Parce que là, on s'entend qu'ici, c'est une situation d'urgence. Ce n'est pas une vulnérabilité, c'est pas « Ah, on a découvert une base de données vulnérable sur votre serveur », c'est « Vous êtes compromis en ce moment ». Et cette compromission sert à compromettre de nombreuses organisations gouvernementales dans votre pays. Donc, il y a urgence, et c'est évidemment pas en passant par info@able.mn que le problème va vite se régler. Je vais vous parler d'un second cas où la divulgation non pas de vulnérabilité, mais de situation de compromission a pu être un petit peu problématique. C'est le cas d'une compagnie qui s'appelle Bignox. Bignox, il développe un émulateur Android qui s'appelle Nox Player, qui est très populaire, en tout cas dans le monde du jeu Android. Et d'après Bignox, ils auraient 150 millions d'utilisateurs. Alors, ici, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, puisqu'on est en présence dans un cas de figure très similaire au cas précédent. C'est encore une fois l'attaquant qui a compromis le mécanisme de mise à jour du logiciel Nox Player. Et là, on s'est rendu compte que de septembre 2020 à janvier 2021, eh bien, leur mécanisme de mise à jour était compromis et il pouvait être utilisé pour déployer du logiciel malveillant chez les utilisateurs de ce logiciel.
Ici, on est dans un cas de figure un petit peu différent. Encore une fois, c'est du logiciel malveillant. Le logiciel malveillant qui est déployé, c'est un logiciel malveillant qui est utilisé par des groupes de cyberespionnage. Et ici, les attaquants ont pris une autre méthode un petit peu plus discrète que dans le cas d'Able Desktop. Dans le cas d'Able Desktop, les mises à jour étaient poussées chez toutes les victimes. Donc le logiciel malveillant était poussé chez toutes les victimes. Ici, dans notre télémétrie, on a vu que les attaquants ont poussé du logiciel malveillant chez seulement 5 victimes bien ciblées qui étaient basées au Sri Lanka, à Hong Kong et à Taïwan. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de rester un petit peu plus sous le radar. Et puis si vous n'avez pas ces victimes-là dans votre télémétrie, ben, vous ne découvrirez même pas que leur système de mise à jour a été compromis. Donc ici encore, fort de ces connaissances, on contacte Big Nox le 25 janvier 2021. Initialement, pas de réponse. On leur annonce qu'on va publier, finalement toujours pas de réponse, donc on se décide le 1er janvier, donc grosso modo une semaine après à publier nos résultats, mais ici encore on n'est pas du tout en présence d'une divulgation qui s'est bien passée, puisque on notifie une compagnie d'une situation de compromission, elle est compromise là, maintenant, tout de suite, et on n'a pas de réponse, et les utilisateurs n'ont... J'ai recherché là avant de faire cette présentation pour ne pas être de mauvaise foi, et à ma connaissance, il n'y a toujours pas eu de notification auprès des utilisateurs, donc il y a des gens qui ont peut-être pu être infectés par Noxplayer sans jamais le savoir s'ils ne sont pas tombés sur notre blog post en tout cas. Et là, encore une fois, 2 jours après la divulgation, là, la compagnie se réveille et ils nous disent ah, mais finalement, oui, c'est ça, parce que ce que j'oubliais de mentionner, c'est que la réponse initiale, c'était pas de réponse, puis c'était le déni. Non, on n'a pas été compromis. Puis finalement, ils nous ont contactés pour dire en fait, notre délit, on a nié la compromission parce qu'en réalité, on n'a pas tout à fait bien compris et maintenant, on a fait ce qu'il fallait pour régler le problème. Alors, mécompréhension ou mauvaise foi, je ne sais pas, mais dans les deux cas, de toute façon, c'est inquiétant. Et ici encore, je vais revenir encore une fois peut-être un peu trop lourdement sur ça, mais pas de vrai point de contact pour signaler une situation de compromission. Ici, on a un support à bignox.com. Et encore une fois, ça ne va pas faciliter les choses parce qu'initialement, quand on envoie ce genre de requête à un email comme ça, nous, on se questionne parce qu'au début, on n'a pas de réponse. On se dit, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas utilisé le bon email de contact et c'est pas tombé au bon endroit? Et puis finalement, on finit par avoir une réponse quand on finit par dire qu'on va rendre l'information publique, donc on sait que c'était la bonne adresse. Mais ça ralentit vraiment le processus. Et si vous êtes une organisation qui est sérieuse au sujet de sa sécurité, ça, c'est quand même très important. Vous avez envie d'être contacté rapidement pour savoir que vous êtes compromis. Le troisième cas que je vais mentionner, c'est une autorité de certification. Une autorité de certification basée au Vietnam. Il faut savoir qu'au Vietnam, mais comme dans de nombreux pays du monde maintenant, les signatures numériques sont devenues très très courantes. C'est complètement équivalent légalement à une signature manuscrite. Et au Vietnam, il y a une autorité de certification qui est là pour certifier l'authenticité de ces signatures numériques. C'est le VGCA, donc l'autorité de certification du gouvernement vietnamien. Le VGCA, donc sa première fonction, c'est de fournir des certificats de signature numérique afin de pouvoir signer des documents, par exemple des documents administratifs. Et pour faciliter cette tâche, c'est-à-dire la signature numérique de documents, eh bien, ils fournissent une boîte à outils de signature numérique. Or, il se trouve que sur le site de l'autorité de certification gouvernementale du gouvernement vietnamien, on s'est rendu compte que cette boîte à outils qui était distribuée sur leur site web était compromise et servait à installer, encore une fois, du logiciel malveillant chez les utilisateurs de ce logiciel. Alors, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. On est en présence d'un site web, simplement, où sur ce site web, vous téléchargez la boîte à outils. Quand vous installez cette boîte à outils, ça va installer la boîte à outils légitime pour pas que le lever de suspicion chez l'utilisateur. Et ça va en même temps installer un logiciel malveillant. Et on s'est rendu compte que pendant grosso modo 1 mois, en juillet-août 2020, le site web de l'autorité de certification du gouvernement vietnamien distribuait une boîte à outils compromise qui distribuait du malware chez les clients. Ici, la divulgation s'est un petit peu mieux passée, mais ce n'était pas encore idéal. On a notifié le VGCA le 11 décembre 2020 de la compromission.
Après une relance, au début ils ne nous ont pas répondu, puis après une relance, ils nous ont indiqué qu'ils avaient notifié leurs utilisateurs en août 2020. Nous, on n'a pas trouvé de traces, de ça, mais c'est possible qu'il l'ait fait probablement en vietnamien et qu'on n'a pas cherché correctement. J'ai juste pas d'informations à ce propos-là. Et donc, comme ils nous ont dit qu'ils avaient bien averti leurs utilisateurs, eh bien, on ne s'est pas gêné pour publier ces découvertes la semaine qui suivait. Ici, le problème, c'était pas tant finalement, puisque c'était pas tant la communication avec le VGCA, puisque une fois qu'on a pu les contacter, malgré un petit délai de leur part, on a quand même eu des réponses. C'est le formulaire que vous pouvez voir ici. Ça, c'est une barrière qu'on peut avoir parfois quand on veut divulguer à des organisations des vulnérabilités ou des situations de compromission. Ici, le formulaire, il est dans une seule langue. Il est uniquement en vietnamien. Moi, je ne parle pas, ne lis pas le vietnamien, donc ça va vite. Hein. On traduit la page web dans Google Translate ou n'importe quel site de traduction, et on a la traduction du formulaire. Mais c'est juste pour vous dire que c'est encore une barrière supplémentaire à la divulgation de situations de compromission ou de vulnérabilité. Parfois, on n'a pas l'adresse email qu'il faut, mais parfois, on a aussi des formulaires qui sont une barrière supplémentaire et une perte de temps pour les chercheurs en vulnérabilité. Le dernier cas que je vais vous mentionner rapidement, c'est le vol de certificats. Donc, comme je vous ai dit, quand une compagnie qui fait du développement logiciel est compromise, les attaquants ils vont évidemment chercher leurs certificats qu'ils vont utiliser pour authentifier le code qu'ils distribuent à leurs clients. Et ici, on a découvert un logiciel malveillant qui était signé par une compagnie de jeux vidéo qui s'appelle Infinity Games. Donc, quand vous voyez ça, vous n'avez aucun doute sur le fait que cette compagnie a été compromise. Si vous voyez du logiciel malveillant signé par une compagnie tout à fait légitime, c'est soit, là en l'occurrence, en plus, c'est utilisé pour signer du logiciel malveillant utilisé à des fins de cyberespionnage. Ça veut dire soit qu'Infinity Games collabore avec des groupes de cyberespionnage pour leur fournir un certificat, soit ils ont été compromis. Bon, on s'entend qu'ici, évidemment, le cas de figure, c'était le plus probable, c'était le fait qu'ils se sont fait voler leur certificat. Et ici, par contre, on est dans un cas de figure où tout s'est bien passé, puisque, alors bien évidemment, l'avantage des certificats de signature numérique, c'est qu'on peut les faire révoquer. Donc on a contacté Infinity Games pour faire révoquer ce certificat-là. Et ici, ça s'est très bien passé parce qu'il se trouve qu'on a un de nos clients qui faisait affaire directement avec Infinity Games, qui nous a mis en contact avec lui, qui nous a mis en contact avec cette compagnie. Eux, ils ont tout de suite pris les devants, ils ont demandé la révocation du certificat. Alors la révocation, on a notifié la compromission le 27 avril 2020. La révocation a pris un peu de temps, mais c'est pas de la faute de... je ne vais pas jeter la pierre à Infinity Games, c'est plus l'autorité de certification qui a mis un peu de temps avant de révoquer le certificat pour une raison que j'ignore, mais dès qu'on a vu que le certificat était révoqué, eh bien, on s'est permis de publier avec l'accord d'Infinity Games, qui eux étaient tout à fait transparents avec leurs utilisateurs. Quand on leur a dit qu'on publiait, ils étaient oui, bien sûr. Ils étaient juste mentionnaient peut-être pas trop notre nom, mettaient la capture d'écran du certificat, mais c'est le genre de compagnie qui avait compris que ça arrive d'être compromis et il faut juste montrer à nos utilisateurs qu'on a fait le nécessaire pour les protéger par la suite. On a d'autres cas qui ne se sont pas très bien passés. Une autre compagnie de jeux vidéo, parce que je travaille sur un groupe de cyberespionnage qui a pour habitude de compromettre des compagnies de jeux vidéo pour ensuite compromettre d'autres victimes par l'intermédiaire d'attaques sur la chaîne logistique. Et là, on s'est rendu compte qu'ils avaient compromis une compagnie qui s'appelait Move Games. Ils ont volé leur certificat, ils s'en sont servis pour signer leur malware. On a contacté Move Games par plusieurs moyens, LinkedIn, Facebook, tout ce que vous voulez, on n'a jamais eu de réponse. Donc on a contacté directement l'autorité de certification qui, elle, a révoqué le certificat par la suite. Et puis on a pu publier sur la compromission quelques semaines plus tard. Ici, la problématique que je voulais mentionner, c'est que le formulaire de révocation d'un certificat pour des raisons de compromission de ce certificat pour signer du logiciel malveillant n'était pas du tout adapté. Alors on s'entend que pourtant c'est quelque chose de nos jours relativement commun de découvrir du logiciel malveillant qui est signé avec des certificats volés et donc c'est censé être relativement courant de vouloir révoquer un certificat parce qu'on a du logiciel malveillant signé avec ce certificat. Et pourtant, quand on va sur le formulaire de révocation, ici c'est DigiCert pour ne pas les nommer, on se rend compte qu'il n'y a aucun moyen de partager avec DigiCert les échantillons de logiciels malveillants signés par le certificat qu'eux-mêmes ont délivré pour leur démontrer
pour leur démontrer la compromission du certificat. Donc ça, c'est un petit peu problématique parce que c'est quand même un cas de figure qu'on imagine courant. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire affaire, d'échanger avec DigiCert pour faire révoquer des certificats. Et on s'entend que ça ralentit énormément le processus parce que vous devez déjà échanger plusieurs emails pour vous mettre d'accord sur le moyen d'échanger du logiciel malveillant, alors qu'il pourrait y avoir un formulaire sécurisé pour ça sur leur page web directement. Donc encore une fois, là c'est un autre cas de figure où le formulaire pour notifier une autorité d'une compromission est encore une fois pas adapté. Et je vais passer la parole à Alexis pour rebondir sur ces questions de formulaire. Voilà, donc je pense que je vais répéter ce que Mathieu a dit en détail. Pour les organisations qui ont de l'infrastructure qui est exposée sur Internet, assurez-vous donc d'avoir un point de contact pour votre équipe de sécurité pour que les gens puissent vous rapporter des problèmes. Donc, un point de contact approprié. Je fais encore référence à la plateforme du gouvernement du Québec, qui est presque parfaite. Je leur ai fait part, on est en contact d'ailleurs, je leur ai fait part de quelques suggestions, puis ils en ont pris bonne note. La plateforme du gouvernement du Québec, là j'ai mis une capture en français, mais disponible aussi en anglais. J'ai eu peur la première fois que je suis allé dessus, j'ai eu peur que ce soit uniquement français. Ils ont bien fait ça. C'est très petit, là, mais il manque une chose. Je ne vous la ferai pas deviner, c'est qu'il n'y a pas encore de façon de divulguer autre chose qu'une vulnérabilité. Donc, si on trouvait un site web du gouvernement du Québec aujourd'hui qui distribuait du logiciel malveillant, il n'y a rien exactement là-dedans qui correspond à ce qu'on aurait besoin de leur transmettre comme information. Donc, ils sont au courant et ils travaillent sur une façon de bonifier la plateforme. Donc, il faut que le point de contact de sécurité soit là. Il faut qu'il soit trouvable. Okay? C'est assez facile, d'habitude, une section « Contact us »,« Contactez-nous ». Puis là, c'est encore un clin d'œil jusqu'à, je ne sais même pas s'ils l'ont réglé encore, là, mais si on cherche « Gouvernement du Québec, signaler une vulnérabilité », on ne tombe pas. En fait, il n'y a aucun critère de recherche qu'on peut lancer dans un moteur de recherche pour tomber sur la plateforme du gouvernement. Donc, on va tomber sur le communiqué de presse, qui est en quelque part au 5e paragraphe, qui a un lien vers la plateforme. Donc, un petit peu de travail de ce côté-là. Je vous donne ce feedback-là d'un point de vue de gens, Mathieu et moi et mon équipe, c'est le genre de choses qu'on cherche. On cherche comment contacter les organisations de la façon la plus efficace possible. C'est des petits détails peut-être, mais ça permet d'accélérer la communication. Puis Mathieu l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a à peu près rien de plus urgent qu'une compagnie qui est compromise puis qui est utilisée pour infecter ses clients. On voudrait les avoir au téléphone immédiatement, puis dans bien des cas, c'est impossible. C'est bien beau d'avoir un point de contact, ça prend des processus internes pour gérer les rapports que vous pourriez recevoir. Peut-être que les rapports rentrent déjà par d'autres adresses comme support, info, d'autres adresses courriel. Puis il va y avoir du bruit. Il va y avoir du bruit, c'est sûr et certain, mais ça prend un petit processus de tri pour être capable de tasser le bruit puis de focusser sur les rapports que I7 envoie. Et les autres compagnies qui ont une certaine réputation là, de ne pas crier au loup quand c'est rien de vraiment urgent. Puis là, je mets une petite question ici. Est-ce que les MSSPs, les Managed Security Services Providers et autres tierces parties qui aident les entreprises dans leurs besoins de sécurité, est-ce qu'il y aurait un rôle qui pourrait jouer dans tout ça? Est-ce qu'il y aurait moyen pour une organisation qui fait affaire avec un MSSP de mettre quelqu'un de ce fournisseur-là en avant-plan pour que des gens comme nous, on passe par eux avant de tomber sur les gens, des fois plus business ou tech support, pour accélérer la communication. Donc, s'il y en a qui font affaire avec un MSSP et qui se posent la question, demandez-leur donc s'ils peuvent vous aider. Ça n'a pas besoin d'être très compliqué. C'est de mettre un point de contact qui, à la limite, qui vous bypasse et qui se rend directement chez quelqu'un qui est au courant des détails techniques qui peut nous aider à remédier au problème. Pour les éditeurs de logiciels, je ne sais pas s'il y en a dans l'audience là, qui travaillent pour une boîte qui fait du logiciel, là, il faut que pratiquement tous les éditeurs de logiciels sur la planète là, réalisent qu'ils sont une cible de choix pour les attaquants. Puis je ne parle pas d'un éditeur de logiciels de sécurité. Nous, on sait qu'on est une cible de par notre métier, là, de par on évolue dans la cybersécurité, mais Mathieu l'a montré, des éditeurs de jeux vidéo, c'est pas un threat model instinctif à dire un attaquant qui veut faire du cyberespionnage va me compromettre pour envoyer du logiciel malveillant chez mes clients. C'est pas intuitif. Donc, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. On essaie de générer un peu d'awareness.
Et encore une fois, un processus de rémédiation, dans les cas de supply chain attack, il y a 2 processus distincts qu'il faut qu'il y ait lieu. Un, c'est à l'interne. Si on appelle une compagnie, on dit « vous êtes compromis », il faut qu'ils tombent en mode réponse à l'incident immédiatement. Il faut qu'ils rémédient cette partie-là. Mais ils ont un devoir envers leurs clients parce qu'ils ont rendu leurs clients, de par la compromission, leurs clients sont tombés vulnérables, potentiellement compromis eux aussi. Donc, il y a un processus aussi qui doit être, un playbook qui doit être prêt pour comment contacter les clients, quelle information leur envoyer, notamment quels indicateurs un client peut vérifier pour confirmer s'il est exposé ou pas à du logiciel malveillant. On l'a vu dans le cas de BigKnox, 150 millions d'utilisateurs potentiellement victimes, puis nous, on en a vu 5 seulement dans nos clients qui ont été affectés, donc c'était très, très ciblé. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'information technique qui doit être diffusée. Et voilà. Donc, maintenant, si on s'adresse aux chercheurs, aux gens qui travaillent et qui trouvent des vulnérabilités ou qui tombent dessus par hasard, ça comporte un certain risque. Mathieu l'a très, très bien dit, nous, on a le support de notre employeur. On n'est pas inquiet à titre personnel d'être la cible de poursuite s'il y a des organisations qui essaient de nous tordre le bras pour ne pas aller publiquement ou pour cacher certains détails. On a notre procédure en place. Le niveau de risque, ou disons le risque de problème pour quelqu'un qui va divulguer une vulnérabilité ou un problème, il va varier en fonction du niveau de maturité de l'entreprise ou de l'organisation qui est contactée. Des grosses boîtes comme Microsoft, ils en reçoivent à la tonne, ils sont habitués, il y a un processus. On ne verra pas Microsoft se mettre à poursuivre un chercheur. Par contre, on a vu d'autres cas où est-ce qu'ils ne sont pas habitués. Puis le premier réflexe, gouvernement du Québec, c'est un criminel, il a essayé d'abuser de mon système, il a trouvé une faille, c'est un criminel. Donc, ça, puis ensuite, le support d'un employeur. Si on travaille de son sous-sol à titre personnel, on s'expose aussi à un risque. Je ne dis pas que le risque va se matérialiser en conséquence, mais recevoir une mise en demeure ou des menaces de poursuite, ce n'est pas le fun pour personne, surtout si c'est à titre personnel. Et je vais mentionner rapidement, chez ICET, on s'est doté il y a quelques années d'une politique de divulgation de vulnérabilité coordonnée. Donc, c'est le code QR, là, notre politique est sur notre site web, donc vous pouvez aller le voir, la voir plutôt. Et ça, c'est vraiment une belle amélioration dans nos processus. C'est super pratique à 2 égards. Premièrement, ça nous aide, nous, comme chercheurs, à avoir notre série d'étapes. On n'a plus à se poser la question, bon, qu'est-ce qu'on fait si l'organisation n'a pas répondu ou si elle n'a pas répondu à temps, quand est-ce qu'on enclenche la prochaine étape? Donc, on n'a plus à se poser la question comme chercheur. Puis dans notre premier contact, on va aussi leur donner aux organisations affectées, on va leur envoyer notre politique. Donc, eux aussi savent à quoi s'en tenir. Voici ce qu'on va faire. Ça s'échelonne sur 90, sur 120 jours. Et voici toutes les étapes. Il n'y a aucune surprise. Donc, ça aide vraiment beaucoup à enlever le stress, du moins de notre côté. Là, on peut se comporter de façon consistante de fois en fois. Et voilà, on vous laisse. On a mis, Mathieu et moi, une petite page web là, avec un lien vers les références, tous les articles que Mathieu a mentionnés, a montré tous les exemples. On a tous les liens vers nos rapports. Si ça vous intéresse. La politique de divulgation de vulnérabilité est là aussi. Exact. En plus, si vous n'avez pas eu le temps de scanner le lien juste avant. Puis il y a nos coordonnées aussi, je pense. Et il y a nos coordonnées. Oui, j'espère. Sinon, on a nos. Je vous laisse 30 secondes pour les prendre en photo, mais voilà. Donc, on a un.